Bon après-midi, mesdames et messieurs. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous retrouve le samedi lorsqu'il est 13 h sur les antennes de STV. Vous et moi, c'est l'émission qui commence à l'instant, 90 minutes. C'est le temps que nous allons passer ensemble et le sujet qui va faire l'objet de notre réflexion cet après-midi est le suivant, l'école hier et aujourd'hui. Vous l'avez compris, on est en plein mois de rentrée scolaire. Donc jusqu'à la fin du mois de septembre, nous allons aborder des thèmes qui auront un trait avec l'éducation. Les panélistes, je vais vous les présenter sans plus tarder. On a un habitué de ce plateau, notre consultant, M. Somo, toujours fidèle au rendez-vous. Bon après-midi et merci d'être là. Bon après-midi, Audrey. C'est un plaisir, tu le sais, tout le monde le sait d'ailleurs. Je sais que toi, tu es la présentatrice de l'émission. Oui. Moi, je suis le consultant. Oui. Des invités comme ceux que tu vas présenter tout à l'heure, c'est des invités. Oui. Donc chacun a son rôle à jouer sur le plateau. Oui. Des invités de choix, hein. J'aime bien. Oui, bon, j'aime bien que la précision soit faite, oui. Je voulais qu'on inverse un peu les rôles pour commencer. C'est-à-dire, moi je deviens le présentateur et c'est moi qui te pose une question. Oui. Toute simple. Et toi, tu acceptes de répondre tout simplement. Je ne sais pas si je vais accepter de répondre parce que moi, j'ai l'habitude de poser des questions dans cette émission. Hein. Je n'ai pas l'habitude de répondre. Bon, ça c'est une concession. Je vous l'accorde, pourquoi pas. Bon, oui, alors. Allez-y. Dites-moi, la première fois que vous avez présenté cette émission, ça remonte à quand? Alors, que je me trompe, sans risque de me tromper, je pense que c'était au mois de septembre. Et ça fait combien de temps? Au mois de septembre 2012. Et ça fait combien de temps exactement? Ça fait 2 ans? Exactement. Oui. Exactement. Alors, est-ce que c'était... Aujourd'hui, ça fait exactement pile poil 2 ans. Ah. Et c'est moi Eh bien, dis donc. qui vais te le rappeler. Oui. Et là-dessus, c'est un anniversaire. Hein? Alors, et comme c'est un anniversaire... On aurait dû prévoir gâteau, champagne et tout ça. Ainsi de suite. Eh bien, dis donc, oui. Bon, 2 ans mais on après... va se rattraper après l'émission. Oui, 2 ans après, c'est le temps de faire parfois un bilan. Un bilan, oui. De dire, par exemple, à tous ceux qui sont, n'est-ce pas, les fans de ce rendez-vous. Cette émission, la grande famille, vous et moi, comme on aime bien. La grande famille, n'est-ce pas, le grand club, vous et moi, qui sont sûrement avec nous également aujourd'hui pour vivre ce grand événement qui est un grand anniversaire. Ah oui, vous et moi 2 ans. Et là, c'est pour moi, en tant que consultant de l'émission, de te féliciter, Audrey. Merci beaucoup. Pour la qualité, le choix de tes thèmes. Oui. C'est vrai que les gens disent que ton physique a une influence sur la qualité de l'émission. Mais dans tous les cas, tout ce que je sais, c'est que tu nous emportes, n'est-ce pas, dans cet élan. Oui. Et c'est tant mieux. Et on dit que c'est un privilège que nous autres avons. Oui. D'être à mes côtés. À tes côtés. Mais voilà. Mais il y a aussi lieu de penser à un homme de l'ombre. Hein? Oui. Éric Ngano, qui est comme le réalisateur de cette émission. Oui. Un perfectionniste, c'est comme ça que moi j'aime à l'appeler. Il aime bien souvent nous gronder, même quand nous sommes sur l'antenne. Hein, il oublie que ça s'entend. Il nous crie toujours dessus. Il crie dessus. Pendant 90 minutes, on a au moins 15 minutes à... il est toujours en train de crier. Certaines indiscrétions me disent qu'il a fêté 1 an de plus hier, c'est ça? Oui. Bon, d'accord. Alors, si c'est le cas... Mais c'est pas possible. Hein? Si c'est le cas, nous allons également lui dire... Nous allons également lui dire joyeux anniversaire avec un jour de plus. Oui. Et pour ça, il y a quand même également des fans qui sont de l'autre côté. Oui. Là, je pense à notre ami Zinga Angoula, par exemple, et tout le club qui est avec lui, qui nous suivent sûrement aujourd'hui. Oui. Et nous leur disons également merci de nous soutenir pour leur contribution, également pour ce qu'ils permettent à cette émission d'avoir reçu une certaine visibilité sur les réseaux sociaux. On a le droit de leur dire merci. Et pour clôturer tout ça, Audrey, je voudrais donc immédiatement que l'émission sera terminée. Vous invitez, invitez le réalisateur et toute l'équipe de Vous et Moi pour un petit toast. D'accord. Dans les environs, dès que l'émission sera terminée. Merci beaucoup, Monsieur Somo, notre consultant. C'est à moi de vous dire merci. Parce que déjà, j'avais complètement oublié, je n'y avais pas pensé. Je ne savais pas que ça faisait 2 ans. Le temps passe tellement vite. Je ne savais pas que ça faisait 2 ans que cette émission est née, si on peut dire ça comme ça, que notre bébé est né. Donc voilà, merci à vous. Merci d'avoir toujours été fidèle au rendez-vous. Excusez-nous de le faire en direct, mais bon. Ne vous inquiétez pas, on va revenir au sujet du jour. Mais permettez-nous au moins, vous et moi, 2 ans aujourd'hui, donc on peut quand même se permettre de voilà quoi. Merci beaucoup, Monsieur Somo. Merci de rester fidèle au rendez-vous et merci pour tout ce que vous faites pour cette émission. Merci. Voilà. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. Il y a certaines langues qui disent que mon physique est pour quelque chose. Je n'y peux rien. Bon, il faut en vouloir à Dieu, c'est lui qui m'a créé comme ça. Merci pour tout, M. Somo. Merci beaucoup pour ce rappel. Emmanuel Ngouaba, bon après-midi. Bon après-midi, Audrey. Bon après-midi à M. Somo. Et bon après-midi à tous les nombreux téléspectateurs de Vous et Moi. Je pense que je suis très flatté et très honoré
de pouvoir prendre part à cet anniversaire. Voilà, deuxième anniversaire. Qui nous permet ensemble de manger peut-être cet anniversaire, j'allais dire de le fêter, en même temps en pensant à tous les Camerounais qui suivent cette émission et à tous ceux qui adorent cette émission et qui adorent également la charmante présentatrice. Voilà. Merci beaucoup, merci. Je suis tout ému, hein. Monsieur Somo, c'est à cause de vous. Ah non. Si je commence à bégayer là, pendant l'émission, c'est à cause de vous. Il ne fallait pas me faire ce rappel. Vous savez, je dis toujours que le consultant dit les choses telles qu'elles sont et les invités qui sont les panélistes disent les choses telles qu'ils pensent que ça devrait être. Voilà. Donc si j'ai dit quelque chose, ça veut dire que cette chose est comme ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Merci pour ce rappel. Le temps passe tellement vite, hein. Ça fait chaud au cœur de savoir qu'on est là depuis 2 ans. Et toujours fidèle au rendez-vous, hein. On essaie de faire du mieux qu'on peut, dans tous les cas, on l'espère bien. Et on espère qu'après chaque émission, vous tirez quelque chose de positif, vous retenez quelque chose de positif. Voilà, on va entrer, finir avec des grands discours. J'espère que vous êtes toujours là, hein. Vous ne nous avez pas quittés. On va entrer de plein pied dans le thème, dans le sujet qui nous réunit cet après-midi. On parle de l'école. On est en pleine rentrée scolaire, on est au mois de septembre. L'école, hier et aujourd'hui, c'est quoi la différence exactement? Le téléphone sera ouvert à 14h. Donc, si vous avez une contribution à apporter, n'hésitez pas à nous appeler dès 14h. Le numéro de téléphone va s'afficher juste au bas de vos écrans. Alors, si on posait la question de savoir ce que c'est que l'école, chacun dirait qu'il sait ce que ça veut dire. Mais si on demandait une définition précise de ce que c'est que l'école, là, ça deviendrait plus compliqué. Alors, Emmanuel Ngouaba, vous qui êtes spécialiste de l'éducation, dites-nous ce que c'est que l'école. Bon, mais disons que je ne sais pas si je pourrais donner une définition précise de l'école parce que ça paraît souvent très banal. Je vais donner une définition et M. Somon va peut-être compléter. Oui, bien sûr. Je pense que lorsqu'on parle de l'éducation, on pense naturellement à... Lorsqu'on parle de l'école, on pense naturellement à l'éducation. Peut-être il faut commencer par dire que la famille est le premier lieu où se donne l'éducation. Et l'école est effectivement le second lieu où se donne l'éducation. Sauf que l'école est institutionnelle. Contrairement à la famille, où à un moment donné, chacun peut travailler dans l'informel, il n'y a pas un contrôle, il n'y a pas un suivi. Donc l'école, je peux dire tout simplement que c'est l'institution qui transmet l'éducation. Et l'éducation qui comporte 3 finalités, la personnalisation, l'humanisation et la socialisation. C'est pour ça que c'est à l'école qu'on va apprendre à l'enfant à vivre en société, c'est à l'école qu'on va apprendre à l'enfant à respecter la chose publique. Parce qu'il y a des moments où en famille, dans la première éducation, on peut être dans la famille victime d'un sectarisme, d'un tribalisme. Au niveau de l'école, on doit apprendre à l'enfant à dépasser les considérations partisanes, les considérations tribales, pour faire de lui un être social, un citoyen appartenant à une république. Donc, dans la tête de ceux qui ont conçu l'école, en passant, je dois signaler que ceux qui ont participé à la construction de cette école française, finalement, parce que c'est de l'école française que nous sommes tous héritiers, cette école française qui a existé avant Jules Ferry, dans les années 1800, c'est donc Jules Ferry qui est comme celui-là qui a contribué à officialiser, à formaliser les missions de l'école pour en faire un objet qui en fait transmet les valeurs de la République. Donc je pense que j'ai tout simplement expliqué, je n'ai pas vraiment défini ce que c'est que l'école. Alors, Monsieur Somon, vous faites partie du même domaine, on va dire ça comme ça. Vous êtes des spécialistes, vous tous les deux de l'éducation. Alors vous, j'aimerais que vous apportiez votre définition, votre explication à vous. Effectivement, si on dit qu'un mot n'a de sens que dans un contexte, je crois que le mot école mérite bien cette approche. Parce que pour définir l'école, il faut vraiment situer le concept dans un contexte bien déterminé. Alors, au sens dynamique, comme a dit mon frère Ngouaba, c'est un processus. C'est un processus, c'est-à-dire un ensemble de mécanismes qui participent de l'apprentissage. Avec pour corollaire la socialisation et tous les effets induits de l'individu. Bien. Donc, en tant que processus d'apprentissage, l'école est tout ce qui commence après
la famille. Après la famille. Ça, il faut bien préciser parce que dans cette approche dynamique, il faut dire qu'on ne parle pas encore véritablement d'école lorsque l'enfant est dans le noyau familial. Oui. On parle d'école lorsqu'il quitte le noyau familial pour intégrer une structure institutionnelle. Et c'est là la deuxième approche de l'école, n'est-ce pas? Au plan institutionnel, c'est une structure qui a pour rôle d'accueillir des jeunes ou des personnes, en général des personnes, des individus, et leur donner justement cet ensemble d'apprentissage. La notion d'école est liée à l'histoire. C'est lié véritablement à l'histoire. Oui. Parce qu'en Afrique, par exemple, on ne parle pas avant la colonisation proprement dite, on ne parle pas encore d'école en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a certes un certain nombre d'apprentissages qui sont une forme d'acquisition des valeurs culturelles, n'est-ce pas, des Africains, où on peut même passer de classe en classe. C'est une école qui n'a pas l'appellation d'école. Une école traditionnelle. Une école qui pourrait être traditionnelle, mais jusqu'avant la colonisation, n'est-ce pas, on ne parle pas encore d'école. Mais lorsque véritablement les colons arrivent en Afrique et imposent, n'est-ce pas, ils trouvent la nécessité pour eux d'imposer un certain nombre de valeurs qui sont les leurs, ils créent donc cette notion d'école qui a plutôt le sens d'une émancipation. Oui. C'est-à-dire qu'on sort de l'obscurantisme dans lequel on est plongé pour apprendre un certain nombre de valeurs, un certain nombre de connaissances qui vont être donc appelées école. On va donc se dire comme ça de façon péjorative, n'est-ce pas? Il est allé à l'école, celui-là était à l'école, l'autre n'est pas allé à l'école. Oui. Alors qu'en réalité, au sens strict des valeurs de l'individu, aller à l'école ne veut absolument rien dire. Oui. Voilà. Mais donc ça, c'est juste un terme qu'on utilise très souvent. Hein. Je veux dire, généralement, on dit il allait à l'école, elle allait à l'école. Généralement, c'est courant d'entendre des parents le dire. Oui, elle est allée à l'école. En réalité, ça ne veut rien dire. Oui, certains le disent, elle est allée à l'école, un peu comme j'ai dit au sens péjoratif, pour dire que, attention, elle est émancipée, elle est cultivée, elle a la culture des autres. Elle connaît des choses que vous et moi, ou que le commun ne connaissent pas. Alors on dit il ou elle est allée à l'école. Oui. Ça peut être autrement, ça peut être perçu autrement qu'elle est allée à l'école, un peu comme vous direz à votre fils le matin, on demande où est votre fils, vous dites il est allé à l'école. Oui. C'est différent de tu vois ma fille qui vient là, elle est allée à l'école. Comme pour dire que la tête là, elle est pleine de choses. Oui, voilà. D'accord. Alors, Emmanuel Ngoba, quelque chose à rajouter? Je suis très content de l'apport de M. Somo parce que ça permet justement de faire le distinguo entre l'éducation et l'école. Voilà. Parce que, comme il a si bien rappelé, l'éducation a toujours existé en Afrique. Ce n'est qu'à partir de 1842, lorsque les pasteurs baptistes protestants arrivent, les Allemands, que l'école commence. Ce qu'on va appeler l'école moderne. Mais l'éducation a toujours existé. Donc je suis très content. Ça permet de faire le distinguo entre l'éducation qui a toujours existé. Voilà. Donc il y a toujours eu des gens éduqués. Il faudrait donc qu'on fasse très attention. Et je pense que cette émission est très intéressante. Parce que pendant longtemps, les gens ont pensé qu'en Afrique, les gens n'étaient pas éduqués. C'est complètement faux. Les gens n'étaient pas instruits. Dans le sens où l'école dont parlait M. Somo, qu'on peut appeler plus précisément l'école moderne, met de l'accent sur l'instruction. Il y a des livres et il y a des programmes. Alors que dans l'éducation, qui a toujours existé depuis la nuit des temps, il n'y avait pas de livres, pas forcément des programmes officiels, il n'y avait pas des enseignants payés, mais il y avait, comme il a si bien dit, des adultes qui transmettaient l'éducation aux cadets. Il y avait des parents qui transmettaient l'éducation aux cadets. Et ça montre donc que les Blancs se sont trompés. Parce que les Blancs ont dit qu'en Afrique, les gens n'étaient pas éduqués. Mais c'est plutôt qu'ils n'étaient pas scolarisés. Dans l'école, ça transmet l'instruction, ça apporte la scolarisation, alors que l'éducation, elle, transmet des valeurs. Oui, effectivement, cette éducation, si tu permets, cette éducation se passait à travers un processus qu'on pourrait appeler l'initiation. Ouais, c'est-à-dire que l'initiation était le processus par lequel un individu
partaient d'un niveau de maturité à un autre plus élevé. C'est-à-dire que un était plus initié que l'autre en fonction d'un ensemble de valeurs qui étaient acquises dans la cour. Par exemple, quand les gens s'asseyaient dans la cour, n'est-ce pas, les plus initiés avaient leur loge, les moins initiés avaient leur loge. C'est une reproduction pure. Les femmes avaient leur place, et de suite. Aujourd'hui, si on comprend l'école dans sa version moderne. Vous voyez la section d'initiation, le cours préparatoire, CM1, CE2, ainsi de suite. Les gens, les enfants, les jeunes sont assis exactement comme c'était dans les cours à l'époque. Les moins initiés, c'est-à-dire que ceux qui sont encore au balbutiement des valeurs de la culture, voilà, ils étaient là. Et quand on servait même le repas, attention, il y a des choses que les moins initiés ne mangeaient pas. Par exemple, quand la vipère revenait, c'est les plus petits qui allaient en brousse et qui voyaient la vipère. Alors, on disait à ces plus petits qui voyaient, allez tuer la vipère là pour vous initier. Ils allaient en brousse, ils tuaient la vipère. Et quand ils ramenaient la vipère à la maison, on disait, OK, la vipère, quand elle est en brousse, elle est pour vous. Maintenant qu'elle est ici, c'est pour les grandes personnes. Et là où on mangeait cette vipère, ils n'avaient pas le droit d'approcher. S'ils approchaient, ils avaient porté atteinte aux valeurs de l'instruction. Et là, on pouvait leur demander de regresser encore d'une classe. Tout comme on disait que les enfants ne devaient pas manger les œufs. Les œufs, par exemple. Oui, c'est ce qui se disait avant. Aujourd'hui, les enfants mangent les œufs. Ah, ben voilà. Voilà. Alors, de plus en plus, des voix s'élèvent pour décrier le niveau d'éducation actuel. On le taxe de bas, on parle même d'une éducation, d'une école au rabais. Êtes-vous d'accord avec cela, Emmanuel Ngouaba? Bon, je voudrais bien qu'une fois que nous avons commencé par les définitions, parce que vous avez très bien fait de commencer par les définitions, vous voulez parler de l'école au rabais ou de l'éducation au rabais? Alors, comme il y a une différence entre l'éducation au rabais et l'école au rabais, on va parler d'école. Bon, si nous parlons non d'école au rabais, c'est tout simplement qu'à un moment donné, les gens regardent les compétences des enfants qui ont été à l'école. C'est-à-dire, on prend par exemple un bachelier, ou bien un licencié, ou un doctorant, etc. Et on se rend compte que cet individu qui est allé à l'école n'arrive peut-être pas à satisfaire aux attentes de la société. Par exemple, si vous prenez un bachelier qui rédige une demande d'emploi, vous allez peut-être voir plein de fautes. Si vous prenez peut-être quelqu'un qui a, je ne sais pas, un bac en électricité ou bien en mécanique, ou quelqu'un qui a un doctorat, lorsqu'il est dans un emploi, lorsqu'il a postulé à un emploi, on le recrute, mais il n'arrive toujours pas à produire le rendement escompté. Donc, c'est à ce niveau où les gens ont l'impression, c'est pour ça que je parle bien d'impression, que l'école est une école au rabais. Mais pour ma part, je pense que l'école, si on dit qu'il y a l'école peut-être au rabais, c'est parce qu'il y a peut-être un fléchissement des valeurs morales. On aime la vie. Parce qu'à un moment donné, vous voyez, autrefois, les gens allaient à l'école, les gens avaient un type de comportement. Aujourd'hui, lorsque les gens sont à l'école, alors parfois on a l'impression que ils ont de l'intelligence, ils ont des savoirs qui leur permettent plutôt d'orienter cela vers des choses négatives. Donc je pense que c'est quand même un débat assez compliqué, mais je vais quand même donner l'avis d'un professeur d'université, le professeur Pierre Foncois. Lui, il a dit, chaque fois qu'on passe d'une génération à une autre, et moi je partage cet avis, le professeur Pierre Foncois, c'est le chef du département des sciences de l'éducation de l'école normale. Donc, parce que quand on parle de l'école, quand on parle de l'éducation, on est dans un tout, qu'on pourrait appeler les sciences de l'éducation. Donc lui, il a dit, chaque fois qu'on passe, c'était dans une interview dans Cameroun Tribune, chaque fois qu'on passe d'une génération à une autre, il est toujours normal que les gens se disent que le niveau a baissé. Ça veut dire que les enfants d'aujourd'hui que nous critiquons et que nous condamnons, dans 20 ans, dans 30 ans, mais ils vont mettre les mains sur la tête. Parce qu'ils vont dire à leurs enfants que mais on ne vous reconnaît plus. Tout ce que vous faites là n'a rien à voir avec ce que nous on a fait et qui était bien. Comme si c'était comme ça. C'est exactement ce qui va se passer dans 30 ou 40 ans avec les enfants d'aujourd'hui qui, dans 30, 40 ans, seront des parents, seront des hauts responsables et qui vont pratiquement sermonner les enfants de 2040 ou de 2050 en leur disant que mais attention, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Vous avez gâté la société parce qu'à notre époque, en 2012, en 2014, vraiment c'était excellent. Donc, je pense qu'il faut prendre ça comme ça. Et même ailleurs, si vous allez en France, si vous allez en Allemagne, il y a ce débat. J'ai lu par exemple des documents où on parlait de baisse des compétences, parce que vous avez dit on met l'accent sur l'école au rabais. On a parlé de baisse des compétences en français, de baisse de compétences en mathématiques. Ça veut dire qu'en France, actuellement, les gens ont l'impression qu'il y a 30 ans,
les gens s'exprimaient mieux, les gens écrivaient mieux, les enfants étaient un peu plus forts en mathématiques, etc. Mais pour certains chercheurs ne sont pas d'accord parce qu'ils se disent que on ne peut pas juger les gens d'aujourd'hui avec des référentiels d'hier. Alors pour vous, Emmanuel Ngouaba, ça reste une impression ou alors c'est un fait réel? Je voudrais avoir votre avis personnel. Pour moi, au niveau de l'école, parce que vous avez bien précisé votre question en disant vous parlez de l'école. Au niveau de l'école, pour moi, aujourd'hui, les enfants ont plus de connaissances. Les enfants ont plus de savoir. Parce que déjà, si je prends les matières, parce que quand on parle de l'école, on a dit tout à l'heure, c'est formalisé, c'est institutionnalisé. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matières que nous n'avions pas. Par exemple, l'informatique. Je peux citer d'autres matières. Il y a des filières nouvelles. Autrefois, on ne parlait pas du tourisme, on ne parlait pas d'hôtellerie, on ne parlait pas... Donc aujourd'hui, il y a un plus grand nombre de savoirs, il y a un plus grand nombre de filières. Donc au niveau des connaissances, les enfants ont emmagasiné plus de connaissances. Et même, vous savez très bien, je ne vous apprends rien, qu'en dehors des livres, en dehors des enseignants, les enfants aujourd'hui sont sur Internet. Et Internet est un réservoir inépuisable de savoir et de connaissances. Aujourd'hui, vous pouvez devenir juriste, je pense sur le contrôle. Vous pouvez aller apprendre beaucoup de choses, sauf que vous n'aurez pas le diplôme. Encore que même par Internet, par correspondance, vous pouvez après 2 ou 3 ans. Moi qui suis enseignant, je peux décider de devenir journaliste. Je peux avoir toutes les notions de journalisme, sauf que parce que je ne suis pas passé par une école, je n'aurai pas un diplôme de journaliste. Donc, vous voyez donc aujourd'hui, toutes les dispositions, tous les dispositifs sont là pour permettre à un enfant d'avoir un grand nombre de savoirs. Et même cette télévision que nous décrions, toute médaille à son revers. Pas la télévision, mais l'enfant emmagasine. Lorsque les enfants vont sur National Geographic, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, ils ont plein de chaînes, bon, sans publicité, ils ont plein d'informations qui viennent compléter les savoirs qu'ils reçoivent à l'école. Et je dis, le fait de réduire le talent d'un enfant à rédiger une demande, vraiment, c'est trop restrictif. Il faut voir l'enfant comme quelqu'un qui peut s'épanouir dans la société, quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui peut manipuler un téléphone portable. Prenez un téléphone portable de 400 000, donnez à votre enfant de 6e, il le manipule sans avoir besoin du code d'emploi. Mais moi, j'aurais besoin du code d'emploi. M. Somo aura besoin du code d'emploi. Mais l'enfant de 6e, de lui, pour le téléphone de 400 000, en 2-3 minutes, il n'a pas besoin du code d'emploi et il vous explique comment ça fonctionne. Tout à fait. Alors là-dessus, j'ai une petite anecdote. J'ai mon petit-fils, Michael qui est certainement en train de nous regarder avec sa grand-mère. Michael est tout petit, c'est un bout de chou de 2 ans et demi. De 3 ans. Bon, 3 ans maximum. Mais je vous dis, lorsque je suis coincé, mon portable, là, lorsque je suis coincé, il dit, bon, écoute, grand-père, voici comme ça, voici tu fais comme ça. Là, il n'est même pas encore capable de lire une notice. Mais donnez-lui, quel que soit le portable que vous lui donnez, il le manipule. C'est pour être d'accord avec toi, mon cher Ngouaba, qu'en fait, l'école moderne aujourd'hui est un ensemble de savoirs qui sont liés au contexte dans lequel on se trouve. Et qui, même si tout à l'heure, c'est pas moi qui dis, mais tout à l'heure, je vais te dire, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche. En tout cas, on en parle. Oui, vous pouvez le dire tout de suite aussi en même temps. Bon, on va accueillir Maître Bondier qui nous a retrouvés sur ce plateau avec un peu de retard, mais bon, il est quand même là, c'est le plus important. Oui, bon après-midi. Merci Audrey, tout à fait, je m'excuse auprès de vos téléspectateurs. C'est vrai, je sors de Yaoundé et vous connaissez les embouteillages à l'entrée de la ville, oui. Bon, je n'ai rien... Vous et moi, 2 ans aujourd'hui, en passant. Ah, tout à fait. Bon, 2 ans, cette émission a 2 ans. Joyeux anniversaire, mais je n'ai rien perdu de ce repas que j'ai consommé, tout à fait. Et donc, de l'autre côté, j'ai suivi toutes les définitions. Mais ce que je voudrais apporter très rapidement à ce débat, c'est de dire que l'école est fonction de l'époque. L'école est fonction de l'époque. L'école est fonction de ce que nous voulons aujourd'hui pour demain. Parce que les accusations qu'on porte souvent par génération, comme il a si bien défini, sont des fausses accusations. Vous savez, si l'école aujourd'hui, on dit qu'elle est ce qu'elle est, d'abord, il faut commencer par questionner ceux qui ont projeté l'école d'aujourd'hui. C'est nous qui l'avons projetée aujourd'hui. Et donc, nous sommes quelque part fautifs de cette école. Et de l'autre côté aussi, il faut se dire, chacun fait son époque. Chacun fait son époque. Nous jugeons parfois cela à base de ce que nous avons eu à l'époque. On faisait de l'écriture, on apprenait à faire ceci. Mais aujourd'hui, comme l'a indiqué d'ailleurs tous les panélistes, il faut savoir que les connaissances ne sont plus trop des connaissances générales. Il y a des connaissances aujourd'hui spécialisées qui font de telle sorte que ce que peut-être ces enfants n'ont pas connu, ce que nous avons connu hier, ils connaissent des choses aujourd'hui que nous ne connaissons pas. Donc, juger l'école d'hier en disant que l'école d'hier était plus puissante,
par rapport à celle d'aujourd'hui. On n'a pas pris position, on est en train de débattre justement. Nous, on cherche à comprendre. On se pose des questions, on cherche à savoir si l'école d'aujourd'hui est meilleure que celle d'hier. Est-ce que l'école d'hier est meilleure que celle d'aujourd'hui? C'est une question qu'on ne doit pas se poser, parce que pour juger une école, il faut se placer dans son contexte. Oui. Or, nous jugeons notre école d'aujourd'hui avec nos yeux d'hier, pas nos yeux d'aujourd'hui, puisque nous reconnaissons aussi être faibles, quelque part. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, comme il a indiqué, nous avons l'informatique. Oui. Tout le monde aujourd'hui peut travailler sans informatique. Allez voir combien de responsables utilisent l'informatique. Parce qu'ils sont de l'école d'hier. Parce que nous sommes de l'école d'hier. Donc notre école aussi est faible par rapport au travail que nous menons aujourd'hui. Donc il y a toujours quelque part, à mon sens, un manque. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que l'école est fonction des époques. Est fonction des époques, parce que l'école d'hier, il faut encore faire une différence entre l'école que faisaient nos communautés villageoises, nos traditions, nos tribus, et l'école qu'a apporté le colon, qui visait, entre autres, à remplacer tout simplement, après les indépendances, les colons qui partaient. Il y avait des visées. Quelle école nous avions fait à cette période-là? Aujourd'hui, il y a d'autres objectifs que nous avons. Quelle est l'école que nous voulons pour nos enfants de demain et d'aujourd'hui? Donc c'est toute une réflexion, c'est un peu comme le débat sur la retraite. Tant qu'on n'est pas encore en retraite, on ne se plaint pas, mais une fois qu'on traverse l'autre côté de la retraite, on commence à dire on nous malmène, on ne veut pas nous prendre les lois, alors que quand même nous-mêmes nous sommes là, nous ne prenons pas les dispositions par rapport aux retraités. Donc c'est un peu un débat qui est comme le but décisif, où on monte, on redescend, on n'atteint jamais le sommet, mais je crois que pour une bonne harmonie, c'est de voir est-ce que l'école d'hier a produit ses fruits, qu'est-ce que ça a produit, qu'est-ce qu'il faut réadapter pour que l'école de demain... Si vous permettez que je donne de l'eau au moulin de Somo, parce qu'on va réagir tout à l'heure. Je voudrais ajouter un petit élément en disant que parce qu'on a situé sur l'école, je voudrais dire que l'école qu'a apporté le colon en 1842, jusque dans les années 70, tout à fait. Et même jusqu'à mon époque, parce que lorsque j'ai eu mon bac en 1988, c'est encore avec des livres français. Donc, lorsque nous parlons de l'école, si je prends rien que la composante manuelle scolaire, parce que nous avons deux composantes essentielles au niveau de l'école, il y a les programmes et il y a les manuels. Mais aujourd'hui, 80% des manuels, pour le cas du Cameroun, sont écrits par des Camerounais. Ça veut donc dire que vous ne pouvez pas me dire que l'école où il y avait des manuels importés de la France, importés de la Grande-Bretagne, importés je ne sais d'où, cette école-là peut être meilleure qu'une école qui est en train de vouloir s'enraciner dans les valeurs socio-culturelles du Cameroun. Donc ça, c'est un élément que je voulais ajouter pour dire que pour ma part, aujourd'hui, nous sommes dans une lancée depuis les États généraux de 1985 qui fait que l'école camerounaise et qui va encore se moderniser, parce que les réflexions sont en train d'être menées pour nous porter vers l'émergence. Pour moi, c'est la meilleure école parce que, en passant également, je dois signaler à M. Somo, qui va réagir tout à l'heure, qu'autrefois, les langues nationales étaient interdites. Il était interdit de parler le Douala, il était interdit de parler le Bassa, mais aujourd'hui, il y a un retour aux sources. On voudrait qu'aujourd'hui, depuis, je crois, 5 ou 6 ans, on est en train d'expérimenter les langues nationales. Et il est question, maintenant de généraliser. Il y a très longtemps, quand j'étais en 6e, sur les missionnaires. On demandait de choisir une langue. Tout à fait. Là, c'était sur les missionnaires. Mais maintenant, on voudrait que ce soit généralisé. Ça ne doit plus être une affaire de missionnaires ou bien une affaire de tests et d'expérimentation. Vous voyez donc l'école, puisque nous parlons de l'école, qui est en train de vouloir revenir aux sources, c'est la vraie école. Voilà. Et c'est la bonne école, selon moi. Très bien, ça me rassure. Hein, quand mon chien Guaba dit ce qu'il dit, ça me rassure. Parce que, en fait, on ne peut pas dire une chose et penser son contraire. Je crois que mon cher Emmanuel Guaba vient de trahir sa pensée. Je sais que partout où il est passé jusqu'à présent, il est comme moi, persuadé de ce que les options prises par l'école camerounaise d'aujourd'hui ont démontré énormément de limites. Et qu'il est temps, n'est-ce pas, qu'on fasse ce que nous appelons des états généraux, c'est-à-dire qu'on s'interroge à la fois dans le fonctionnement, dans la structuration, dans les options et même dans les objectifs de l'école d'aujourd'hui pour lui donner une orientation, n'est-ce pas, qui soit la bonne. Alors, pourquoi s'arrête-t-on à un moment donné? On ne peut pas s'arrêter lorsqu'on est convaincu que la lancée que l'on a est la bonne. On s'arrête parce qu'à un moment donné, on voudrait s'interroger, on a des doutes quant aux options qui sont prises. Je crois que le problème ce problème d'antagonisme, ou de comparaison de l'école moderne et l'école traditionnelle, ramène sur le plateau un vieux débat
qui est celui du conflit des générations. Le conflit des générations, c'est-à-dire chaque génération essayant de démontrer que ses valeurs sont les meilleures. Aujourd'hui, de l'époque traditionnelle à l'époque moderne, de l'école traditionnelle vers l'école moderne, on devrait être vers un processus de progrès. Et on doit donc, dès ce moment, se poser une question fondamentale, c'est à quoi sert l'école? À quoi sert l'école? Bon, si l'école traditionnelle a permis, à un moment donné, de résoudre, de répondre aux attentes de cette époque, a permis de résoudre habilement les problèmes qui ont été posés à cette époque, il faut se demander si l'école d'aujourd'hui est susceptible de résoudre également les problèmes qui se posent à notre époque. Il semble bien que non. Un exemple que M. Ngouaba semble balayer du revers de la main me surprend. Il me dit, on ne devrait pas s'arrêter à examiner une demande d'emploi que rédige un enfant qui vous dit qu'il est titulaire d'une licence, d'un BTS ou je ne sais pas de quel diplôme. Parce que cela n'est pas... Le seul élément, n'est pas le critère. N'est pas le secret, mais peut être un critère déterminant. Si un enfant du CM2, vous rédigez à l'époque une demande d'emploi dans une expression correcte, que ce soit du point de vue du fond, c'est-à-dire ce qu'il dit, que de la forme, y compris de l'écriture, ce qui était satisfaisant à cette époque, et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des personnes qui ne soient pas capables de remplir ces fondamentaux. Parce qu'il y a des ordinateurs aujourd'hui. Et du coup, sous le fallacieux prétexte qu'il y a des ordinateurs, parce que le savoir ne se situe pas dans l'ordinateur. L'ensemble des savoirs qui constituent la qualité d'une école se situe dans la tête de l'individu. C'est-à-dire que, aujourd'hui, M. Ngouaba, vous et moi qui sommes de la bonne vieille école, comme Maître Bondje. Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas de la vieille, moi, j'obtiens également mon baccalauréat à la même année que toi. Bon, je ne sais pas qui est allé plus vite que l'autre. Il semble que c'est toi. Bon, dans tous les cas, nous qui sommes de la bonne vieille école, nous savons qu'il y a des choses que nous étions capables de faire à un certain niveau et que les enfants aujourd'hui rendus au même niveau ne sont pas capables de faire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas résoudre des problèmes de leur époque, là, ici et maintenant. Et du coup, non, une école qui ne peut pas permettre à ceux qui sont diplômés de résoudre ou de répondre aux attentes de leur propre société n'est pas une bonne école. Moi, je vais poser une question à Maître Bondje. Selon certains employeurs, les jeunes sortis des écoles et des universités aujourd'hui sont de moins en moins compétents. Cela ne dénote, cela ne dénote-t-il pas d'une éducation au rabais, d'une formation au rabais? Je voudrais partir sur le postulat qu'a posé le professeur Soumon, parce qu'il a dit à quoi sert l'école. C'est toute la thématique. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'école pour faire. À quoi sert l'école? Et le deuxième élément que je voudrais ajouter à ce postulat, j'ai parlé tout à l'heure d'époque. Vous savez, moi, j'ai eu mon bac en 85. En 85, je sais pourquoi je le dis. J'étais l'un des babins en terminale. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais comme une souris dans les mammouths, quoi. Cela veut dire quoi? Je voudrais tout simplement mettre l'accent sur un élément qui était important à l'époque, c'est que les gens n'évoluaient pas à l'école comme aujourd'hui. On trouvait des hommes mûrs à l'école. C'est-à-dire qu'en terminale, tu avais facilement des gens qui avaient 26, 27, 30 ans. Au CPE, il y avait des gens qui avaient 16 ans, 18 ans. BPC, 20 ans, 24 ans, etc. Donc, l'école d'hier, du moins après, pendant la colonisation, si on s'arrête qu'à cette époque-là, c'était déjà mûr. D'ailleurs, vous n'accédiez à la CIL qu'après un certain temps. On disait pour aller à la CIL, il fallait avoir 6 ans, par exemple. Aujourd'hui, on trouve des gens à la CIL à 2 ans, qui ont le CEP à 8 ans, parce qu'ils traversent même des étapes. Ils arrivent en terminale parfois à 14 ans, 15 ans. Il y en a même de 13 ans. Sur le plan physique, si on s'arrête qu'à ça, ce n'est pas des gens encore capables de faire un certain nombre de choses. Cela fait donc qu'il reste
immatures par rapport à l'exercice de certaines fonctions. Ils ont peut-être des connaissances, mais les connaissances, elles ne suffisent pas. Oui, s'il te plaît, Audrey, je crois que tu es d'accord avec moi qu'il y a un déphasage. Je voulais tout simplement qu'il y a un déphasage entre l'école et la réalité de la société. Tout à fait. J'y abrège pour dire qu'effectivement, à partir du moment où vous avez le matériau nécessaire pour implémenter ce que vous voulez, parce qu'il a posé la question, à quoi sert l'école? Si on répond à cette question, d'abord à la formation des hommes, formés intellectuellement, physiquement, moralement et même spirituellement les enfants. Alors à partir de cet instant, si vous avez en face de vous quelqu'un qui comprend déjà ce que vous voulez dire, il est plus habile, plus apte à faire face à la réalité de la vie que celui qui est encore sous les ordres. Attendez, quelqu'un qui a eu le bac à 16 ans. À l'époque, les gens travaillaient avec le BPC. Il y a encore des concours avec le BPC. Admettons qu'ils prennent le chemin de l'emploi. Il n'est pas déjà capable de résister à certaines choses. Il n'est pas capable de discerner d'une certaine manière certaines choses. Il a peur même de l'emploi. Quand vous les appelez, vous m'avez interviewé tout à l'heure sur les chefs d'entreprise. Effectivement, quand vous avez un enfant qui est frêle devant vous, il a peur même de vous affronter. Parce qu'il n'y a pas que l'élément intellectuel. Il y a l'élément de la personnalité de l'individu. À partir de là, beaucoup sont éliminés. C'est-à-dire qu'ils vous parlent sur le doigt. Il vous parle, il a peur de vous parce qu'il entre dans un monde où il estime qu'on va le manger. Il vous parle, il pense toujours que qu'est-ce que papa m'a dit, qu'est-ce que maman m'a dit. Et à partir de cet instant, ça fausse les données. Mais par contre, il ne faut pas voir à ces jeunes êtres que ce qu'ils ont appris est totalement nul. Et il faut tout simplement, et je pense, les guider vers la responsabilité qu'ils doivent assumer. Et à partir de cet instant, c'est là où entrent en jeu les formations après l'école, les stages, etc., pour qu'ils s'imprègnent. Et j'ai dit, à partir de cet instant-là, est-ce que nous-mêmes, nous avons pris la dimension de l'école que nous voulons pour, d'abord, j'ai dit, pour la formation de l'individu, ça c'est sûr, mais aussi les objectifs que la société se fixe. Qu'est-ce que nous voulons faire? Qu'est-ce que nous voulons avoir? Qu'est-ce que nous voulons transformer? C'est à partir des orientations que la société a qu'on crée même des établissements tant sur le plan purement général que sur le plan technique. Est-ce que nous avons pensé notre devenir avant de mettre sur pied les enseignements, comme je disais tout à l'heure, les livres, etc., doivent répondre effectivement des besoins que nous voulons de notre société. Et maintenant, nous sommes dans ce qu'on appelle un village planétaire. Nous ne pouvons plus former les gens tout simplement pour développer nos sociétés. Nous devons former des gens capables de pouvoir s'intégrer dans le monde entier. Donc, on doit tenir compte aussi des autres cadres de formation extérieurs. Donc, c'est peut-être la complexité que notre éducation nationale a aujourd'hui. C'est-à-dire intégrer d'abord, quitter le colon, parce que le colon ne formait que des gens pour lui. Ça, je le dis toujours. Il formait des gens qui vont venir faire des choses que lui, il veut continuer à faire. Il formait des agriculteurs qui vont toujours continuer à parler cacao, café, alors que nous ne consommons pas le café. Et donc, il faut aujourd'hui qu'on crée des gens qui sont là pour d'abord la consommation interne, pour résoudre les problèmes internes à notre pays, mais aussi dans la capacité de faire concurrence, parce que nous sommes dans un monde concurrentiel. Il faut que si tu es avocat au Cameroun aujourd'hui, que tu ne sois pas perdu quand tu arrives aux États-Unis, ou que tu sois perdu quand tu arrives en Angleterre, que tu sois capable de concurrencer les meilleurs là-bas. Si tu es professeur aujourd'hui, que tu n'aies pas seulement la capacité d'enseigner comment on mange le macabo, le manioc au village, mais que tu puisses enseigner aussi comment on mange le pain, le blé ou peut-être autre chose. Donc, c'est un peu ça la difficulté. Et c'est là où j'interviens, je chute en disant, c'est le rôle important aujourd'hui de ce que moi j'appelle intellectuel. Pas diplômés, c'est-à-dire les diplômés, ils ont les agrégations de Washington, de ceci ou cela, mais des intellectuels capables effectivement de trouver des solutions à cette histoire qui semble être très difficile. Ce n'est pas les enfants qui manquent, ce n'est pas les apprenants qui manquent, ce n'est même pas de leur faute s'ils n'arrivent pas à écrire. C'est de la faute de ceux qui prennent les options, c'est de la faute de ceux qui enseignent. Parce qu'on va aussi poser la question, est-ce que les enseignants sont au bon niveau des enfants d'aujourd'hui? Voilà, tout à fait. Emmanuel Ngouaba.
Oh, mais là, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Que les enseignants sont mauvais? Non, vraiment. Je ne l'ai pas dit. On puisse continuer à tirer sur moi. Je ne l'ai pas dit. Non, disons que nous faisons un débat objectif. Oui, mais peut-être c'est le lieu pour moi de vous poser la question, Emmanuel Ngouaba. Peut-être que l'éducation, certains disent que l'éducation d'aujourd'hui, l'école d'aujourd'hui au rabais. Pourquoi? Parce que peut-être que les enseignants eux-mêmes ne sont plus à la hauteur aussi. Je ne tire pas sur les enseignants, mais c'est une question. Oui, tout à l'heure, on a dit que... Peut-être que les enseignants eux-mêmes n'ont pas le niveau. Aujourd'hui, en termes de programme et en termes de manuel scolaire, il n'y avait vraiment pas de débat. Parce que là, c'est des éléments mesurables qui permettent, en fait, entre autres éléments, d'évaluer une école. Les programmes, les manuels, etc. Bon, maintenant, je suis content que vous puissiez évoquer la question de l'enseignant. Il va de soi qu'aujourd'hui, les enseignants travaillent dans des conditions nettement... c'est-à-dire des conditions catastrophiques, des conditions déplorables. Je pense qu'on ne peut pas venir à la télévision dire le contraire. Parce que déjà, si vous regardez comment les enseignants étaient dévoués à l'époque, quand vous regardez comment les enseignants étaient vraiment engagés et déterminés, nous avons été des élèves et nous avons eu des enseignants, que ce soit au primaire ou au secondaire. Ça n'a plus rien à voir avec aujourd'hui. Ce dévouement-là n'existe plus. Cette vocation, cet engagement n'est plus réel. Et on va vous dire que c'est parce que les conditions de travail des enseignants se sont détériorées. Entre autres, on peut parler peut-être du salaire, mais on peut parler de beaucoup d'autres choses. Au niveau des élèves aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui les programmes se sont améliorés, si les manuels ne sont plus des manuels importés, ce qui est positif, parce qu'il est bon qu'au Cameroun, il y ait des manuels camerounais. Vous ne pouvez pas aller en France et avoir des livres écrits par des Chinois. Vous ne pouvez pas aller en Angleterre et avoir des livres écrits par des Japonais. Ce n'est pas possible. Il est normal dans un pays que les manuels, puisque nous parlons de l'école, soient produits par des Camerounais et en fonction des objectifs et de la vision du pays. Mais au niveau des enseignants, il y a un problème. Il y a un problème et c'est là où on va donc parler des faiblesses de l'école actuelle. Parce que comme on disait tout à l'heure, l'école d'hier, peut-être elle est passée, elle est terminée et il vaut mieux peut-être parler de l'école d'aujourd'hui. Il y a une grosse faiblesse au niveau du travail des enseignants qui travaillent dans des conditions déplorables et même des élèves. Parce qu'à l'époque, nous étions tous dans des classes de 30, 40, 50 élèves au maximum. Aujourd'hui, ils sont 120, 140, 160 dans les salles de classe. Donc, vous ne pouvez pas me dire que l'enfant qui est dans une classe de 160 élèves aura une formation vraiment optimale. Il va de soi que cette école de qualité va être diluée quelque part dans des conditions de travail mauvaises. Mais je précise bien que les programmes sont bons, les manuels sont bons, mais il y a deux choses qui gênent: les conditions de travail de l'enseignant et les conditions de travail des apprenants. C'est pour ça donc que ces apprenants, donc, comme ils sont assez malins, alors ils vont donc se rattraper au quartier. Ils vont se rattraper au quartier à travers Internet, ils vont se rattraper au quartier avec des cours de répétition. Et ça fait donc que ces rattrapages qu'ils font dans les quartiers compensent légèrement le préjudice énorme subi à l'école. Parce qu'aujourd'hui, on a la chance que contrairement à il y a 30, 40 ans, aujourd'hui, presque tous les parents en ville sont soit des journalistes, soit des médecins, soit des enseignants. Et même ce commerçant, même le beskineur aujourd'hui fait l'effort de donner. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde est en train de se battre. Les gens sont là, on achète des livres, on achète des cahiers. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a des parents un peu plus évolués, si j'utilise ce terme-là, Pierre. Et ça fait que le déficit produit par l'école est compensé à la maison. Et ça fait qu'à la fin, il y a une sorte de rattrapage. Bon, voilà. Oui, Audrey, je voudrais dire que sans balayer d'un revers de la main ce que mon collègue Emmanuel Ngouaba dit, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette philosophie qui consiste à dire que les conditions, nos conditions, se sont détériorées. Certes, au plan du traitement salarial, nous pouvons quand même nous plaindre au regard de ce qui se passe dans d'autres corps de métier. Mais il y a... Au regard de ce qui s'est passé il y a 20 ans ou 25 ans. Quand on dit... Oui, effectivement, c'est là où je voudrais en venir. Je vais dire, sur le plan du traitement des individus, il me souvient que dans certains villages, il y a des maîtres d'école qui gagnaient 4 000 francs CFA à l'époque. C'est vrai qu'à cette époque, c'était beaucoup, mais qui pouvaient vous parcourir 15 km à pied tous les matins. C'est-à-dire que son école se situe à 15 km de sa résidence. Il vous fait ce trajet tous les matins et il rentre le soir. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a très peu
d'enseignants véritablement dévoués à la cause qui accepteraient d'habiter à Akwa alors qu'ils doivent donner leur cours à Deido. Ils trouvent que c'est très loin. On va dire que c'est la démotivation liée au traitement salarial, mais j'ai comme l'impression qu'à traitement salarial égal, il y a quand même la motivation qui a foutu le camp. Et là, il faut s'interroger et savoir pourquoi ça se passe ainsi. Moi, je parlerai même sans vouloir vous couper, monsieur Somo, du professionnalisme. Hein, c'est-à-dire qu'on soit mal payé ou pas, que les conditions soient difficiles ou pas. Voilà. Si on a décidé d'enseigner, si on a décidé de donner des cours aux enfants, on doit le faire. Sauf que vous ne pouvez pas enseigner dans une classe de 30 élèves comme dans une classe de 100 élèves. Je suis d'accord. Parce que lorsque vous êtes dans une classe de 30 élèves, vous avez 30 copies à corriger. Avec moi dans une classe de 100 élèves, vous aurez 100 copies à corriger. C'est une réalité. Parce que vous êtes professionnel, parce que c'est ce que vous avez décidé de faire, vous devez donner le meilleur de vous. Moi, je pense que c'est une excuse facile. C'est une réalité parce que Emmanuel et moi sommes d'accord aujourd'hui que vous allez dans une salle de classe où il y a ces 120, 160, 140, vous trouvez un enseignant qui fait convenablement son travail. C'est-à-dire qu'il dit, j'ai pris un engagement, c'est comme un serment, j'ai dit que j'ai pris l'engagement de faire mon travail, quelles que soient les conditions, je fais quand même mon travail. Après, je revendique ce que j'ai à revendiquer. Vous trouvez dans une même salle quelqu'un d'autre, au nom du fait que l'effectif soit pléthorique, qui va vous faire 3 heures de cours là où il devait en faire 10, et il a trouvé une excuse facile. Ce qui veut dire donc qu'en réalité, là-dessus, il faudrait que nous-mêmes, en tant qu'enseignants, qu'on se remette en question sur la vocation que nous avons à exercer ce métier. Par ailleurs, je voudrais également signifier que sur le plan des manuels, par exemple des manuels scolaires, il me souvient que, Audrey, ton père et ta mère n'avaient pas encore pensé à te mettre au monde. Lorsque nous autres, nous avons lu Mamadou et Bineta. Oh, monsieur Somo. Mamadou et Bineta. Après, nous avons lu Mamadou et Bineta sont devenus grands. Oui. Plus loin encore avant, quand j'arrivais aux portes de l'école primaire, on lisait Matin d'Afrique. Qui étaient les auteurs de ces ouvrages? C'est Bernard Bidadier, c'est Kamara Lai. Mais en fait, c'est des Africains. C'est-à-dire qu'on avait ici des manuels écrits par des Africains et qui étaient à l'école primaire lus par des enfants africains. Et cela nous a permis, de grâce aujourd'hui, je suis allé dans une librairie, fortuitement, et j'ai retrouvé sur les étals, Mamadou et Bineta sont devenus grands. J'ai dit, merci Seigneur. Je vais enfin pouvoir faire une comparaison entre l'école d'hier et celle d'aujourd'hui. Je l'ai acheté et je suis allé à la maison. J'ai demandé à 3 des gamins qui sont là, un de seconde, un de troisième et un de première. J'ai dit, nous allons faire une dictée. Aussi simple. J'ai pris un manuel actuel et j'ai pris ce manuel et nous avons fait la dictée. J'ai donc pris Mamadou et Bineta sont devenus grands et nous avons fait une dictée. Je vous assure, sur la dictée de Mamadou et Bineta sont devenus grands, ils ne s'en sont pas sortis. Pourquoi ils ne s'en sortent pas? Est-ce qu'on n'a pas l'impression de regresser ici au plan de la connaissance? Non, ce n'est pas une connaissance importante, ce n'est pas des ouvrages qui sont écrits par des gens de l'autre côté. C'est des Africains qui ont écrit ces ouvrages. Voilà des enfants d'un niveau élevé. Mais ça, au cours moyen d'eux, on avait parfois les 0 fautes. Si vous étiez fort comme moi à l'époque, hein, j'avais souvent 0 faute. Parce que j'étais au cours moyen d'eux. Aujourd'hui, un enfant de première, de terminale ne peut pas vous faire 0 faute. Vous ne connaissez rien en informatique. C'est ça. Nous allons donc revenir sur cet aspect, maître, s'il te plaît. Nous allons revenir sur cet aspect pour nous poser la question de savoir si les ingrédients qui nous sont imposés, notamment l'informatique et tout cela, ne participent pas tout simplement à réduire, à regresser le niveau de l'école d'aujourd'hui. Auquel cas, moi, je crois qu'il faut qu'on se regarde dans les yeux. Certains disent même que, monsieur Somo, que toutes ces choses-là participent à rendre les enfants paresseux. Internet, aujourd'hui, avec Internet, on fait tout. On a un devoir, on va le faire sur Internet. Voilà quoi. On tape sur Google et puis c'est devenu facile, en fait. Oui, mais la capacité à pouvoir chercher. On ne fait plus d'efforts. La capacité à pouvoir chercher des informations sur Internet, ça fait partie des compétences d'aujourd'hui. C'est-à-dire être capable de chercher une bonne information et de l'exploiter positivement pour résoudre un problème. Ça fait partie d'une compétence en 2014. Mais moi, je voudrais prendre le revers de cette question pour dire ce n'est pas toujours facile de solutionner un problème quand on a
les réponses en masse. Je me souviens, en 3e cycle, on devait faire un devoir de plus de 6 heures. 6 heures de temps. On avait droit à tous les documents. C'est-à-dire que vous faites ces devoirs, vous apportez, si vous voulez, apporter toute la bibliothèque. Mais je vous assure que ce n'était pas facile à s'en sortir. Pourquoi? Parce que quand vous avez là-bas des documents devant vous, le tri n'est pas si évident. La facilité de trouver la réponse n'est pas si évidente. Par contre, si vous avez préparé le devoir, c'est-à-dire que vous avez lu, vous avez gardé à mémoire, vous faites facilement votre devoir que celui qui a tous les documents est sur son. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Je ne voudrais pas remettre en question les pauvres, entre guillemets, pauvres enseignants, je ne veux pas dire pauvres enseignants qui pleurnichent. Bon. Je dis pas pauvre. Le mot, lui, il est passé. Oui. Bon, je voudrais tout simplement dire... C'était mieux de ne même pas utiliser ce mot. Non, bon, c'est pas... C'est pas péjoratif. Voilà, c'est pas péjoratif. Je voudrais parler de leur pleurs permanents. C'est-à-dire de leur cri de détresse. Oui, c'est des cris de détresse que tout le temps, on les comprend. On les comprend et j'avoue souvent, parce que mon épouse aussi est enseignante, j'avoue souvent que je suis derrière leur réclamation. Mais je lui dis souvent, à elle-même d'ailleurs, et je le dis ici, que même au niveau universitaire, il y a ce qu'on appelle le maître de recherche. C'est-à-dire que l'apprenant, il doit être guidé dans son apprentissage. Et donc, comme l'exemple qu'il a pris tout à l'heure, moi, je renvoie la question au professeur. Quelle est la manière que vous utilisez aujourd'hui pour transmettre les connaissances? Parce que ça ne veut pas dire que nous, comme il a indiqué, nous étions très forts à dicter et que nos enfants aujourd'hui sont très faibles à dicter. C'est comment on les amène à assimiler ces dictées. Moi, je prends quelques cadres. À l'époque, nous, on mettait des culottes pour aller à l'école. 4 ou 5 culottes. J'avais par exemple un maître au cours moyen 2 qui aimait me fesser. Et après, je lui ai posé la question, mais j'avais fait quoi pour que tout le temps, c'est moi qui vais au tableau, toujours on me fesse. Il me dit, je voulais que tu sois quelqu'un. Et c'est pour ça que je nous faisais. Et donc, il y avait des méthodes qui t'amenaient, que tu le veuilles ou pas, tu devais apprendre. Nos dictées, parfois, quand on savait qui a dicté aujourd'hui, on faisait l'effort pour avoir moins de fautes parce qu'une faute égale tel nombre de coups. Aujourd'hui, on a supprimé la correction à l'école. Tu regardes même un enseignant qui regarde un enfant avec des gros yeux, tu risques de faire la prison parce que l'enfant va aller dire à son père le général, ou à son père avocat, ou à son père magistrat, que l'enseignant là, il m'a insulté. On initie des procédures, on va voir l'administration, on dit que non, celui-là, il n'est pas bon. Parfois même, on te fait affecter. C'est la loi qui interdit les châtiments corporels, hein. Ce n'est pas l'enseignant. Non, je voudrais dire que cela a aussi des origines. Cela a aussi des origines. Vous savez, depuis le colon, le noir ne marchait qu'avec la chicotte. Et cela nous a formés, nous autres qui étions de la génération des chicottes. Aujourd'hui, les enfants, même le père ne lui dit pas que fait ceci, il ne le fait pas. Ils sont dans les droits des enfants. Et à partir de cet instant, il y a aussi un coût à payer. Okay. Alors, M. Somo, reconnaissons que le niveau de l'école aujourd'hui est inférieur à celui qu'on avait avant. Quelles peuvent en être les causes? Oui, et je crois que là, nous avons commencé à éplucher littéralement la question. Heureusement que tu parles d'un postulat, on suppose. Hein, reconnaissons, on reconnaît voilà, parce ce n'est pas une affirmation. que Madame Gwaba, je le vois ouvrir les yeux. Voilà, je vais carrément dire supposons. Voilà, d'accord. C'est mieux. Voilà, que le niveau de l'école aujourd'hui est inférieur à celui qu'on avait avant. Quelles peuvent en être les causes ou alors la cause? Bon. Effectivement, il faut d'abord remettre sur la table la question institutionnelle et comme Maître disait tout à l'heure, les lois. Les lois qui, par exemple, disent que le châtiment corporel est proscrit désormais à l'école. Je crois qu'il y a un principe simple. Lorsqu'on a utilisé une méthode et que cette méthode a porté ses fruits, il faut bien qu'on la conserve. C'est très important. Malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, n'est-ce pas, les bonnes vieilles méthodes de la bonne vieille école, aujourd'hui, sont délaissées au nom d'une certaine modernité, ou je vais dire d'un certain modernisme, parce que le modernité, c'est léger, mais le modernisme qui proscrit complètement toute valeur à ce qui est avant. Hein?
aujourd'hui, c'est effarant de constater que lorsque vous demandez à votre enfant de vous dire ce que 2 plus 2 donne au finish, il vous dit « Attendez, je vais voir ma calculatrice. » Voilà. C'est simple. Aujourd'hui, j'ai salué la mesure prise, n'est-ce pas, par les pouvoirs publics pour dire qu'on devrait enlever certaines effigies sur les cahiers que les enfants vont utiliser cette année. En fait, nous avons notre belle table de multiplication qui était au verso de notre cahier. Alors, la table de 1 jusqu'à 13, par exemple, même parfois jusqu'à 14 pour les plus brillants, ça, nous l'avons là, à l'intérieur de la tête. Quand on vous disait que font 9 fois 9, le 81 venait de façon automatique. On n'était pas des machines, mais on était, nous-mêmes, les individus étaient eux-mêmes des ordinateurs. On est passé d'une école qui met l'individu au centre du processus de formation pour le mettre à la périphérie. Donc, il devient non pas l'objet, il n'est même plus à la limite l'acteur du processus, il est celui en réalité qui subit l'objectif et laisse que les machines et tout autre gadget de face à sa place. Qui va donc progresser? C'est les machines qui progressent et non les individus qui sont en train de progresser. Aujourd'hui, on pense à ce que l'ordinateur devienne plus performant pour résoudre les problèmes, au lieu que cette formation soit inhérente à l'être humain qui, lui, doit dépasser un certain cap au niveau de son être. Voilà à peu près une des choses, parmi tant d'autres, qui peut faire qu'aujourd'hui, on peut penser que ça ne va pas. Oui, et maintenant, qu'est-ce qui caractérise, selon vous, l'école d'aujourd'hui, l'école dite moderne? Qu'est-ce qui la caractérise? La paresse. C'est la caractéristique la plus visible de l'école d'aujourd'hui. Oui. L'exemple que j'ai pris tout à l'heure est une preuve patente de ce que la paresse constitue l'école aujourd'hui. C'est une école qui voudrait que l'individu ne soit plus acteur, mais qu'autre chose soit acteur. Donc la paresse caractérise particulièrement l'école d'aujourd'hui. Au-delà de la paresse, le recours systématique à un certain nombre de valeurs qui, à mon sens, semblent être des valeurs d'importation. L'école d'aujourd'hui, c'est une école plutôt opportuniste, alors que l'école d'avant, c'était relativement une école où on allait pour acquérir des savoirs, pour former l'être. De plus en plus, on va aujourd'hui, nous qui sommes dans cette structure, on reçoit même au niveau universitaire des enfants qui arrivent parce qu'ils viennent chercher un diplôme. Ils ne se posent pas la question de savoir ce qu'il y a derrière ce diplôme. C'est-à-dire que si un enfant réussit, il est dans une école, il souhaiterait en 2 mois, si c'est possible, qu'on lui donne son papier, comme il dit souvent, son papier, son attestation, il s'en va. C'est cette école opportuniste qui voudrait former des diplômés qui n'aient pas de contenu, en réalité. Et Maître Mbondje a soulevé un problème fondamental qui caractérise l'école d'aujourd'hui. Une école complètement en déphasage, c'est-à-dire qui est déphasée de la réalité des problèmes de l'époque même qui concerne. J'ai eu un garçon qui a brillamment réussi son baccalauréat à 13 ans. Je crois que les médias en ont parlé suffisamment. J'ai eu la chance de l'observer. Je l'ai suivi de très près au milieu universitaire. Un exemple simple. Ce garçon, pendant que ses camarades étaient en train de suivre un cours dans la salle de classe, vous savez ce qu'il faisait? Il sortait et ramassait les tas de papier qu'il y avait partout. Il emballait et se mettait à jouer, exactement comme vous voyez les enfants. C'est-à-dire qu'il jouait au ballon dans la cour de l'université pendant que ses camarades étaient en pleine classe. Un enfant de 13 ans, il est arrivé l'heure pour lui de jouer. Il doit obligatoirement jouer et il allait jouer. Vous savez donc ici, il n'est donc pas dans son milieu. Il quitte à 13 ans. À 17 ans, ce gars était déjà un ingénieur. Alors, ingénieur à 17 ans, on lui a dit, tu vas donc intégrer l'entreprise. Ah non, le gars en entreprise ne sait pas ce qu'il va y faire. Il y a dans sa tête qu'il doit aller à l'école, un point, un trait. Vous ne pouvez pas, comme Maître Mbondje a dit, demander à cet enfant de réaliser certaines tâches au sein de l'entreprise. Il ne peut pas être rentable. Donc l'école d'aujourd'hui forme en réalité des personnes qui ne sont pas en phase
avec les problèmes que pose la société. Ce qui n'était pas le cas avant. Un gars avec au cours moyen deuxième année, il pouvait déjà être un brillant avocat, il pouvait résoudre un nombre, parce qu'il y avait une concordance parfaite entre l'âge que j'appelle l'âge chronologique et l'âge mental. L'âge mental, c'est-à-dire la capacité que l'individu a à un âge donné à résoudre des problèmes qui se posent. C'est une école déphasée, en réalité. Alors, on va prendre le Vox Pop avec le concours de la réalisation. L'école d'aujourd'hui est-elle meilleure que celle d'hier? C'est la question que nous sommes allés poser à l'homme de la rue. Si c'est prêt, monsieur le réalisateur, on espère qu'on aura l'élément, oui. Aujourd'hui, quand on voit les élèves qui vont à l'école, on les trouve toujours dehors. Vous sentez qu'aujourd'hui, les enfants n'aiment pas l'école, alors qu'ils ont des possibilités tout avancer au niveau de la technologie. C'est tout ce qui est avantageux vraiment l'école aujourd'hui, parce que tout est devenu informatisé. Ça permet aux enfants aujourd'hui de trouver tout facile. Les enfants d'aujourd'hui ne respectent plus leur âge. Ils fument la cigarette, ils fument le champ, ils font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire qu'ils viennent à l'école pour nuire. Il y a d'autres qui viennent pour apprendre et d'autres qui sont là pour les troubler, pour les distraire. De temps en temps même, ils cherchent à taper sur les professeurs. Ce qui fait que quand les professeurs sont aussi fâchés, ils n'arrivent plus à bien les enseigner comme avant. C'est ce que moi je me dis. C'est une question qui est vraiment très embarrassante. En fait, mais ce que moi je crois, je pense qu'il y a une diminution quand même du niveau d'enseignement d'abord dans les écoles. Donc ce qui fait que dans l'école de maintenant, d'aujourd'hui, est vraiment très différente de celle d'avant, celle que vraiment nous avons vécue. Donc c'est différent. Alors je ne sais pas si avec le temps, les choses pourront s'améliorer parce que le niveau est tellement bas et le taux de réussite aux examens est également donc bas. De temps en temps, nous essayons de relever les moyennes quand même qu'on attribue aux enfants pour pouvoir donc passer leurs examens. Vraiment, les moyens ne sont pas vraiment donc appréciables. Donc je pense que le corps d'aujourd'hui n'est pas... Ça est différent donc de celle d'avant. On dit que l'école d'aujourd'hui n'est pas meilleure que celle d'hier parce que on a constaté que beaucoup de gens créent les écoles pour se faire de l'argent et ils recrutent les enseignants aussi, également qui ne donnent pas bien les cours aux élèves parce que derrière ils vont se faire les petits pointages comme on a l'habitude de dire en faisant les répétitions derrière et ça ne donne pas une très bonne image. Les enfants sont délaissés entre eux. Nous n'avons pas un bon suivi. Vous arrivez dans les salles de classe, chacun fait ce qu'il veut et on dirait que c'est un luxe. Les gens voudraient plus dire que mon enfant fréquente dans tel établissement, pas par rapport au style d'encadrement, mais par contre au fait de la notoriété de l'école. Or, nous avons vu que les grandes figures les grandes références dans le pays sont beaucoup plus ceux qui ont fait les écoles d'avant, les écoles sous l'arbre. Donc ce n'est pas le fait de construire un immeuble et puis donner un nom qui fait une école d'aujourd'hui. Aujourd'hui est vraiment différent de l'école d'hier. Lorsque nous étions jeunes, l'école, on ne pouvait pas passer d'une classe sans avoir les moyens. Il faut avoir les moyens avant de passer. Mais aujourd'hui, les enfants qui n'ont pas de moyens, on les fait passer à la classe supérieure. C'est pourquoi il y a de la faiblesse, il y a beaucoup de problèmes. Lorsqu'ils arrivent dans les classes d'examen, ils ne peuvent pas passer parce qu'ils ne se sont pas bien préparés pour affronter cet examen. C'est pourquoi il y a beaucoup d'échecs. Je voudrais demander au ministre de l'Éducation de base, en premier lieu, qu'on puisse instituer que si un enfant n'a pas les moyens, qu'il ne puisse pas partir dans la classe supérieure. Je sais que certains parents ne seront pas contents, mais c'est la vérité que je dis, et ça c'est la vraie vérité. C'est pourquoi il y a baisse dans le niveau scolaire aujourd'hui. Merci. Non, l'école d'aujourd'hui est largement mieux que celle d'hier. Avec les nouvelles technologies de l'information, les enfants sont plus éveillés. Il y a la télévision aussi qui a un aspect totalement positif sur l'éducation des enfants, votre rôle
montrer comment fonctionne l'école, met la pression aussi sur les enseignants, sur les dirigeants des écoles. Je crois que l'école est largement mieux. Ça, il faut le dire. L'école d'aujourd'hui, c'est des années passées, il y a une très grande différence. La différence, c'est que aujourd'hui, tu vas voir un enfant qui a son BPC, il est incapable même de bien s'exprimer en français et il est incapable de rédiger une lettre. Or, à l'époque, l'enfant à l'âge peut-être à l'école peut-être du CM2 parvenait déjà à rédiger une lettre à sa maman, peut-être qui était un peu éloignée de lui, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'il y a une très grande différence. L'enseignement a beaucoup changé. Nous, on a quand même fréquenté autant de Mbela Mbappé où les diplômes, on ne servait pas n'importe comment. Donc il fallait mériter pour avoir un diplôme. Retour sur ce plateau de très très belles interventions. Les avis vraiment sont très différents. Une réaction par rapport à cet élément que l'on vient de suivre. Il y a un monsieur qui a dit, selon lui, le système éducatif d'aujourd'hui est faible par rapport à celui d'hier. Parce que aujourd'hui, on fait aller les enfants en classe supérieure, pourtant ils n'ont pas eu la moyenne. Vous êtes d'accord avec ça? Je voudrais revenir pour répondre à cette question pour dire, moi je ne suis pas d'accord de dire que l'école d'hier était la meilleure école. Si on vient au postulat, à quoi sert l'école? Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les dérives, quand on voit tout ce qu'on décrit aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a aussi quelque chose dans la formation qui n'a pas été bonne hier. Parce qu'on ne forme pas des gens, par exemple, vous m'excusez des termes, pour détourner de l'argent. On ne forme pas des gens pour ne pas trouver des solutions aux problèmes de la société. C'est pour ça que je fais la différence entre intellectuels et diplômés. On forme des gens pour apporter des solutions à une société. Est-ce que les gens que nous avons formés hier ont trouvé des solutions pour lesquelles ils ont été formés? J'en doute. J'en doute. Et je reviens sur mes enseignants, sans leur pointer le couteau sur le corps, pour dire effectivement qu'aujourd'hui, l'amour du métier a foutu le camp. Très peu vont dans l'enseignement par vocation. Très peu vont à la magistrature par vocation. Très peu viennent être avocats par vocation. C'est devenu aujourd'hui des tremplins pour une valeur qui n'est pas valeur, parce que pour moi, les valeurs sont universelles. Pour des problèmes, tout simplement, d'avoir du gain. Gagner de l'argent. Oui. J'en termine pour dire que les enfants d'aujourd'hui ne sont que le reflet de leurs formateurs. Ça, il faut le dire. Ils ne peuvent pas se former eux-mêmes. C'est vrai qu'il y a certains qui, malgré tout ce qu'on fait, n'arrivent pas à s'arriver, mais ils doivent être moindres. Un professeur qui a 50 élèves dans sa classe et que 40 échouent, il doit se remettre en question. Voilà, avant de donner la parole à Emmanuel Ngouaba, ensuite M. Somo, je vais rappeler que la ligne est ouverte. On a encore environ 15 minutes devant nous. Donc vous pouvez nous joindre au numéro de téléphone qui s'affiche juste au bas de vos écrans. Emmanuel Ngouaba. Oui, je voudrais juste saluer vraiment la qualité de l'intervention, des interventions, parce que j'ai toujours été surpris. La dernière fois, je lui ai dit que n'étant pas spécialiste de l'éducation, qu'il puisse maîtriser parfaitement, en fait, à mon avis, les problèmes de l'éducation. Je pense que chaque fois que je serai invité pour parler d'éducation, je souhaiterais aussi qu'il soit avec moi. Qu'il soit sur le plateau. Dans tous les cas, c'est un habitué de ce plateau. En fait, il dit ceci. Lorsqu'on juge une école, la qualité d'une école, il y a les programmes, il y a les manuels, il y a les résultats aux examens, mais il y a aussi que deviennent les produits de cette école. Et c'est même ça qui est fondamental. Tout à l'heure, vous avez pris le cas des gens qui n'arrivent pas à être compétents ou compétitifs sur le marché de l'emploi, les gens qui n'arrivent pas à rédiger une demande d'emploi, etc. Ça veut dire que ce n'est pas le diplôme qui permet d'apprécier la qualité d'une école. Mais il dit ceci. Tous ceux, regardez bien dans la haute administration, DG, ministre, proviseur, je ne sais pas, un peu partout. Vous allez voir que les gens ont pratiquement entre 50 et 80 ans. Mais tous ceux qui ont au Cameroun entre 50 et 80 ans ne sont pas de l'école actuelle. C'est les gens de l'école d'autrefois. C'est-à-dire c'est les gens qui ont été à l'école. Et n'oubliez pas que ceux-là qui sont actuellement aux affaires, généralement ont commencé à travailler vers les 20, 22, 24, 25 ans. Certains ont même commencé à être dans l'administration à 25 ans. Donc, c'est des gens qui ont fait pratiquement 40 ans dans l'administration camerounaise. Il y a des gens qui ont fait, j'en connais, qui ont fait 50 ans dans l'administration camerounaise. Alors, si, en fait, je vais juste donner un élément pour appuyer ce que Maître a dit. L'école d'avant a appris aux Camerounais
à tout simplement réciter les fables de La Fontaine, réciter les vers de Victor Hugo de façon très intelligente. L'école d'autrefois leur a appris à faire de la rhétorique. L'école d'autrefois leur a appris à calculer sans faute les intégrales. Ils n'avaient pas besoin de calculatrice pour extraire la racine carrée, alors qu'aujourd'hui nous avons recours aux ordinateurs. Mais la question fondamentale, comme dit Maître, est-ce que ces gens de l'école d'autrefois, c'est-à-dire nous, est-ce que nous avons trouvé des solutions aux problèmes d'eau? Parce que quand on va à l'école et qu'on est ingénieur en mine, ou bien en énergie, ou bien en électricité, on doit être capable de résoudre un problème d'électricité dans son pays. On doit être capable de résoudre un problème d'eau. On doit être capable de résoudre un problème d'assainissement. Or, aujourd'hui, je constate qu'à Douala, on va en Turquie, on va au Canada, on va au Japon, chercher des solutions aux problèmes d'assainissement de la ville de Douala. Où sont passés les architectes et les ingénieurs camerounais qui ont été formés dans la bonne vieille école? Où sont-ils? On a un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? Oui, bon après-midi. Oui, bonjour Audrey, c'est Ruben Francis. Oui, Ruben Francis, bon après-midi. Merci Audrey, merci à tous les panélistes. Je suis très intéressé par le thème aujourd'hui. Oui. Parce que, bon, je vous dis déjà que je suis un enseignant, un enseignant qualifié. Voilà, donc voilà, j'entends des interventions de vos panélistes qui sont très intéressantes. Mais je vais quand même signaler que le thème est assez vaste. Le thème est assez vaste parce que il y a tellement de choses qui sont dites. Moi, je vais essayer un peu de circonscrire à mon niveau. Alors, moi, je voudrais d'abord dire que, bon, nous, au Cameroun, on s'est beaucoup inspiré du système français. Alors, aujourd'hui, nous nous rendons compte que les pays émergents sont des pays qui ont tout un autre système. Pourquoi nous ne pouvons pas nous intéresser, n'est-ce pas, au système d'éducation de ces pays émergents? On les connaît, le Japon, plutôt la Corée, la Chine, et ainsi de suite. Autre chose, on a parlé des enfants précoces, quelque chose comme ça, les enfants qui ont le bac à 14 ans, 13 ans et consorts. Je rappelle que des pays comme le Canada, l'école commence à 5 ans. Et je pense que tout le monde sait très bien que le Canada est classé parmi les pays les plus développés et les plus industrialisés. Ça, c'est un deuxième point. Et un dernier point, c'est de dire que certainement dans notre système, d'après tout ce que j'entends, il y a une fracture entre la classe privilégiée et la classe que je dirais pauvre. Parce que ceux qui ont les moyens, qui peuvent payer les études à leurs élèves, à leurs enfants, ont juste de bons résultats, d'où on a ces enfants qui sont dans des grandes écoles en Occident. Alors ceux qui n'en ont pas ont des enfants qui sont dans des écoles modestes, malheureusement, qu'on rencontre chaque jour, qui n'ont pas de niveau, et on a l'impression que le niveau a baissé pour certains, alors que pour d'autres, les enfants sont de plus en plus éveillés. Donc voilà à peu près ma contribution. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Oui, merci, merci pour cet appel, Ruben Francis. Emmanuel Ngouaba, vous avez la parole, vous avez terminé? On va donner la parole à M. Somo. En disant tout simplement qu'au regard de l'incapacité de ceux qui ont fait l'école, la bonne vieille école dont parlait mon ami Somo, au regard de l'incapacité de ceux-là à trouver des solutions aux problèmes d'eau, d'électricité et même d'éducation, parce que on doit être capable, ceux-là qui sont actuellement aux affaires, de résoudre également le problème de l'éducation pour donner une éducation de meilleure qualité. Donc, vous voyez bien qu'il y a un problème à ce niveau, au point où on a besoin d'aller ailleurs. Je me souviens par exemple pour la réforme du système éducatif camerounais, parce qu'il y a une réforme qui est en marche. On est encore allé au Canada, on est allé en Belgique chercher des gens pour venir nous aider. Vous voyez bien que de toute façon, on se rend compte que les Camerounais sont allés à l'école, peuvent faire des devoirs sans faute. La bonne vieille école dont parlait M. Somo tout à l'heure, peuvent faire des demandes sans faute, peuvent réciter les vers, comme j'ai dit, peuvent réciter Victor Hugo, etc. Connaissent Sartre, connaissent Voltaire, mais ne connaissent pas le Cameroun. Voilà le problème de l'école d'autrefois. C'est une école qui doit changer et qui doit s'améliorer. Voilà. Allô, bonjour. Un téléspectateur en ligne. Allô, bon après-midi. Oui, allô, bonjour. Bon après-midi, oui, le téléspectateur, il s'appelle Zingangula. Oui. Voilà, d'abord, très joyeux deuxième anniversaire pour l'émission. Je crois que j'étais déjà là le jour de la première émission. Oui. Et bonjour à tout le panel. Les noms, on les connaît déjà. Alors, la problématique de l'école d'hier et d'aujourd'hui est vraiment saillante dans un pays comme le Cameroun. Et en cela, je pense que monsieur l'inspecteur de mathématiques, monsieur Emmanuel Ngouaba, qui est indiscutablement un titulaire du baccalauréat, c'est du
début des années 1980, sait parfaitement que les épreuves de mathématiques et de sciences physiques auxquelles étaient soumis les candidats jusqu'au bac C 1992, qui reste statistiquement le plus catastrophique enregistré au Cameroun, étaient conçues pour éliminer les candidats les moins intuitifs. Alors, à l'époque, on disait d'ailleurs qu'on venait faire de la recherche aux épreuves de mathématiques et sciences physiques au bac C. Et plus largement, on note d'ailleurs qu'avant l'instauration du baccalauréat, c'est la première évaluation du bac, on savait une chose, c'est que les jurys des baccalauréats étaient constitués par des enseignants de faculté de l'Université de Yaoundé. Le diplôme de baccalauréat était d'ailleurs considéré comme le premier diplôme universitaire, puisque les doyens de faculté étaient co-signataires du diplôme du baccalauréat, ce qui n'est malheureusement plus le cas aujourd'hui. Alors, et ça constitue déjà un grand fossé entre l'école d'avant 1994, année de l'abolition des épreuves orales au baccalauréat, et celle d'aujourd'hui qui est fortement édulcorée, puisque malgré l'introduction progressive d'un outil de travail évolué comme l'ordinateur et toutes les autres variantes de terminaux numériques à finalité éducative, on se rend compte que la consistance de l'enseignement n'est plus de mise. Je n'ose même pas parler ici de la simplification des barèmes de correction afférents à l'épreuve de dictée et question, qui font qu'à ce jour, on a des élèves rendus en classe de terminale littéraire qui écrivent tout simplement du jargon de SMS en lieu et place de l'orthographe régulière. Et pour finir, encore une question à M. Ngouaba. Partant de ce que le débat sur la suppression de l'examen probatoire est au point mort au Cameroun depuis bientôt 30 ans, mais surtout tenant compte de la non-linéarité entre une classe comme celle de première C et terminale C, ne faudrait-il pas, à défaut de supprimer le probatoire, expurger certains contenus superflus en classe de première et terminale, et de première, et les transposer en classe de seconde, dans le but d'alléger la charge didactique à la fois aux enseignants et aux élèves. Merci beaucoup, très bon week-end. Merci pour cette intervention. Hein. On va répondre rapidement en une seconde. Oui, rapidement, on va juste rectifier en disant qu'aujourd'hui, le baccalauréat continue à être patronné par l'université, et c'est d'ailleurs les professeurs d'université qui sont en même temps présidents du jury du baccalauréat. Donc à ce niveau, il n'y a pas de débat. Maintenant, au niveau de la réforme des programmes auquel fait allusion notre téléspectateur, en fait, il a parfaitement raison. C'est-à-dire les programmes camerounais, comme j'ai dit tout à l'heure, même s'ils se réforment, sont encore trop vastes. Ils sont trop vastes et ça fait qu'à un moment donné, l'enfant doit apprendre 50 choses à la fois dans un monde où il faut plutôt se spécialiser. Donc, personnellement, je pense qu'il faut supprimer le probatoire et ramener le verrou en seconde. Parce que la loi prévoit que la barrière, c'est en classe de seconde. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas aller au second cycle, d'après la nouvelle loi, sans obtenir le diplôme de fin de premier cycle. Donc, je suis pour cela et je suis aussi pour le toilettage des programmes. Voilà. Alors, ce sera la dernière question de ce débat. Hein. Après avoir présenté les deux systèmes, ou plutôt les deux écoles, peut-on dire qu'il y a des cadences ou améliorations? Y a-t-il lieu de s'inquiéter ou de se tranquilliser? Maître Bondier, je commence par vous. Oui, mais moi je voudrais dire d'abord que pour juger un concept ou une période, il faut encore la laisser d'abord faire ses preuves. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, on peut juger l'école d'hier. Parce que le but poursuivi, on peut voir s'il a été atteint ou pas. Mais juger l'école d'aujourd'hui, à mon sens, c'est trop tôt. Parce que les produits d'aujourd'hui, c'est demain qu'on va effectivement les évaluer. Est-ce qu'ils ont la capacité réelle par rapport aux objectifs des prévisions qu'on a eu à faire avant de les lancer sur le marché, ils les ont atteints. Maintenant, pour répondre globalement, hein, c'est pour dire que moi je pense qu'au lieu de faire des têtes pleines, d'ailleurs l'inspecteur l'a dit tout à l'heure, hein, on faisait des têtes pleines. C'est-à-dire qu'on nous met 50, 100 matières dans la tête, tu es partout, il y avait 40 chapitres de 40 chapitres de ceci, on bûchait comme des fous. Donc, quand vous voyez quelqu'un, parfois, il peut devenir fou parce qu'il est capable de vous citer tout. Mais ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de faire des belles têtes. En fait, des bonnes têtes. C'est-à-dire que vous devez être capable de résoudre les problèmes de la société. C'est à ça qu'est destinée la formation qu'on vous donne. Si vous, dans la société, vous ne pouvez pas résoudre les problèmes dans votre domaine,
ayez 50 000 diplômes, vous êtes nul. Oui. C'est lui qui résout les problèmes de sa société. D'ailleurs, c'est ce que Platon a dit dans son mythe de la caverne. Quand on quitte l'obscurité, quand on quitte les autres, on va voir la lumière quand on y revient. Ce n'est pas pour être comme les autres ou pour tromper les autres, c'est pour résoudre les problèmes. Voilà. Oui, mais je pense que je suis en train de comprendre maintenant pourquoi Luc Ferry, qui était avocat, a pu créer la révolution en France. Et je suggère au président de la République que le prochain ministre de l'Éducation au Cameroun soit un avocat ou un philosophe. Là, c'est ma condition. Je suis embarrassé parce que Emmanuel vient de dire c'est très grave ce qu'il vient de dire. Ok, moi je souhaite que le prochain ministre, je souhaite que le prochain ministre de l'Éducation. Non, je souhaite que le prochain ministre, n'est-ce pas, de la Justice, garde des Sceaux, soit un enseignant. Voilà. Bon, voilà. Alors, maintenant pour revenir à la question de tout à l'heure, je vais dire, il y a un problème de circonscrire les époques. Je m'insurge catégoriquement en faux contre l'idée que ceux qui sont aux affaires aujourd'hui sont issus de l'école d'avant. C'est vrai qu'il y a un résidu de personnes qui font de la résistance. À plus de 60 ans, sont encore aux affaires, au moment où ailleurs, chacun devrait penser à prendre la retraite. Ça c'est condamnable. Mais je crois quand même qu'il y a une bonne fourchette de jeunes qu'on peut bien appeler des gens de la nouvelle époque, c'est-à-dire qui se situent entre 25, parce qu'ils arrivent maintenant très tôt aux affaires, qui se situent entre 20 et 40-45 ans, qui sont bel et bien aux affaires. Et qui malheureusement ne peuvent pas être présentés aujourd'hui comme un modèle de réussite de la société. Il faut donc revenir à ce dessin, n'est-ce pas, des différentes époques pour comprendre qu'aujourd'hui, ceux qui sont aux affaires, ce n'est pas forcément sur la vieille école, c'est justement ceux de l'école moderne qui sont aux affaires et qui sont en train de trahir la bonne et belle vieille école. Sauf que ces jeunes-là sont formés à ceux de la vieille école. On arrive à la fin de ce débat. Maître Bondier, merci d'être venu cet après-midi. On se retrouve la semaine prochaine. Le thème, ça sera la scolarité, la corruption en milieu scolaire. Ça vous dit quelque chose, Emmanuel Goba? Oui, là, voilà. On va faire un coucou à Landry Kibon qui nous a regardé cet après-midi et un clin d'œil à Marc Kibon, le désormais international, puisqu'il a été sélectionné en équipe du Cameroun, équipe de football bien sûr, qui est en train de jouer en ce moment. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Restez en compagnie des programmes de STV. Bon week-end à tous, surtout pas d'excès. À bientôt.